Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Aujourd'hui, Tellement Vrai vous propose 2 documentaires inédits sur le kidnapping et le travail de la police scientifique américaine rendue populaire grâce à la télévision. Mais la réalité est souvent bien différente de la fiction. Les images que vous allez voir vont vous plonger au cœur d'enquêtes criminelles authentiques avec la participation de vrais experts de la police américaine. Ça ressemble à la série télé. Ça en a toutes les apparences. Mais ce sont de vrais experts. Ici, ni script, ni acteur. Et les enquêtes ne sont jamais résolues en 1 heure. I've watched altogether maybe about a half hour, 45 minutes, and that's all that I can handle. I'm bothered by what I see on the show. They don't follow any rules of protocol and evidence collection. Once you get inside this world, you realize not only what a challenging and demanding job it is. I think the fantasy version of this, and I think what works about the big show, Las Vegas, and I think we're getting to some of that, is that in your worst hour, you would want those people to represent you, you know? De Las Vegas à Miami, en passant par New York, les experts à la sauce hollywoodienne rendent les meurtres divertissants. Chaque semaine, des millions de fans se laissent emporter par ces histoires. Jury, which is made up from the general public, expects a lot more, a lot quicker than what is reality. The program processes all the evidence and gets it all packaged up nice and neat in a 1-hour episode, and I understand that. I mean, it's an entertainment. Comment est née la série? Son histoire nous intrigue autant que la série elle-même. En 1997, Anthony Zwicker, 30 ans, est chauffeur de tramway à Las Vegas. Un soir, il a l'idée d'écrire l'histoire d'un joueur compulsif. Driving a green trolley back and forth for $8 an hour. And I would speak with all kinds of people that would stay at the hotel and learn all kinds of different perspectives. And I knew the town since I was born there, so I had a chance to write a movie called The Runner, and it got me into the business. Le film d'horreur à petit budget attire l'attention du producteur Jerry Bruckheimer. La réputation de Bruckheimer repose sur des films tels que Top Gun et Bad Boys. Il cherche à étendre son activité à la télévision. Bruckheimer saw that movie and said, "Hey, can you write for television?" And my wife was watching New Detectives one day, and that's how the whole thing started. And I said, "I want to do something forensic." And I told Mr. Bruckheimer, "You walk in a crime scene, there's a dead woman on the floor, there's a plant knocked over, there's a pink elephant in the backyard. Why?" You forensically put it together, and that's how the whole show really started. Anthony Zuiker pitched this idea to us, and he rode around with forensics people for, God, almost a year. He concocted this series and created the characters based on people he met while he was doing this, and a lot of the crimes are actual crimes that happened. Les acteurs William Peterson et Marg Helgenberger sont les experts judiciaires. Le tournage de l'épisode pilote commence en avril 2000. Zwicker et Bruckheimer demandent conseil à la police scientifique et à des criminologues. Then I go and help the actors actually do the testing, use the equipment correctly, hold things right, search correctly. Les lieux du crime sont aussi réalistes et les cadavres convaincants. It's prosthetic makeup. I've never really gotten ever kind of grossed out by anything that's been what's been shown on our show. Mais le plus grand défi des producteurs est de faire de la fastidieuse médecine légale un sujet fascinant pour les téléspectateurs. Well, I think that CSI has actually taken Las Vegas and made Vegas sexy on a worldwide basis, and has made science sexy on a worldwide basis, and to be able to, everybody's been to Vegas, but when you see the Bruckheimer-esque way of showing Vegas visually, it becomes exciting. Les Experts est diffusé pour la première fois sur CBS à l'automne 2000 et se retrouve rapidement numéro 2 au classement Nielsen. It's been a real wild ride, this show. It's meteoric rise in the pop cultural phenomenon that it is. La chaîne tente un doublé, les Experts Miami avec David Caruso et les Experts New York avec Gary Sinise suivent de près. En mai 2005, les 3 séries attirent plus de 60 millions de téléspectateurs par semaine.
Les vrais experts vous diront que les séries sont bien ficelées et divertissantes. Mais jusqu'à quel point sont-elles authentiques? I think if they actually had to televise a murder investigation, it would be boring as hell. If it was horribly, horribly accurate, you would see hours and hours of boredom punctuated by moments of sheer terror. That's kind of a brief description of law enforcement. I mean, what we have to do and the time we spend and the frustration, there's no story there. I watched about 15 minutes of CSI and I was like, man, we don't do all that. In reality, it's a team effort. The coroner has a function, the CSI person has a function, detectives have a function, the crime lab has a function. Most agencies, while they're the same, they're all different. Some agencies have sworn personnel, some agencies have civilian personnel. Smaller agencies don't have any CSI-trained personnel, and they rely on the bigger agencies or state entities to come in and process their major scenes. Policiers ou civils, ces experts judiciaires ont plus de points communs entre eux qu'avec leurs homologues télévisuels. Than they do with their TV counterparts. There is no such animal as the CSI people you see on TV. We don't interview bad guys. In fact, sometimes we don't even know who they are. People coming in what I would call club attire into a crime scene with high heels, I mean, that just doesn't happen. We don't wear Armani suits. We don't drive Humvees. I don't pull up in a sports car, and I can't get my DNA processed in about 3 hours. Of course, on TV, you get to see the case, you get to see the evidence, you get to see the confession, you get to see a solution. I wish it was like that. CSI is entertainment, and it's fun. The problem is, if you think what you see on CSI is what really happens in criminal investigation, then we have a major problem on our hands, because it couldn't be farther from the truth. Pour connaître la vérité, nous accompagnerons une vraie unité d'experts partie enquêter sur le cambriolage d'une banque, sur un suicide et sur une fusillade. In the Sacramento County Sheriff's Department, I kind of have a unique role. I'm a deputy sheriff, first and foremost, so I have powers of arrest. But the sole duty of my job as a CSI officer is to provide crime scene investigations work, evidence collection, fingerprint collection, photography, videotape. Regular patrol gets to go in when all the stuff is still going on. People running, screaming, bodies, maybe bullets still flying. CSI generally doesn't get there until after the smoke clears. Here in Sacramento, we have 16 officers and we're assigned 12-hour shifts. So there's always a crime scene investigator in the field working. We do burglaries, robberies, rapes, homicides. We're headed right now down to the city of Elk Grove, and they have a bank down there which was robbed by 3 individuals. So we're going to go down and see what we can find as far as evidence left behind by the suspects there at the scene that we can collect and that we can gather some evidence from. When I get to that bank, I make contact with what we call the primary officer, and this is the officer that's in charge of the scene. They will give me kind of a guided walkthrough of what the suspect's actions were in the bank. In our bank scenario, we had 3 suspects come in that were wearing masks, that were armed with handguns. They climbed on top of the counters. So I had footprints on the countertops. By using my fingerprint dust, I was able to develop the actual shoe print patterns on the countertops, and then I was able to lift those later. So maybe at some point down the road, if we do find these suspects, we can compare the shoe prints that I was able to recover at the bank to any shoes that they may have in their house. The call we're headed to is a gentleman for some reason. He's decided to commit suicide. He lives in a mobile home park, and he's gone outside and locked himself in a tool shed. And while he was in there, apparently he took a high-powered rifle and shot himself and ultimately killed himself as a result of the injury. Typically, most suicides that we run across are pretty clear-cut, with few exceptions. Some of the things you want to determine to make sure that it is a legitimate suicide is, was there anybody else home at the time that maybe was a witness to it? Did the person leave any notes behind? The gentleman took himself outside into a work shed, and he barricaded himself inside there. The door is locked, and he's fallen against the door. There's no other way to get out of that room. So in that scenario, it's very easy to say that that is a suicide scene. Même pour ce vétéran de la police judiciaire, se retrouver en tête-à-tête avec la mort est difficile. Sometimes you get a transfer of emotion
especially when you're dealing with loved ones. You oftentimes put yourself in their position. Anytime you see somebody devastated by a loss of a family member, it can be really hard. We got a report of a shooting. Subject, a male has been shot. It's possibly been shot in the head. And officers are just arriving on scene. There's a report that he is still breathing, but this could very easily turn into a homicide investigation. The first thing I did is to walk up to look at my victim to see, is this wound anything that I can photograph quickly? I want to get these injuries prior to medical treatment. I want to be able to detail them. Anything they're going to do is going to alter my initial view of that victim's injuries. Right now our victim has sustained definitely a single gunshot wound to the head. He has a point of entry and an exit wound, it appears, on the top of his head, but at this point he's still alive. He's talking, he's breathing. The bullet appears to have passed underneath his scalp and not actually penetrated into the skull, and this is why he is actually alive. So at the scene, we began searching the area looking for a shell casing. But part of the problem we have now is there's so much traffic going in there, foot traffic, that potentially that shell casing could be crushed down into the lawn. So we'll have to utilize a metal detector to attempt to find this casing. We were never able to recover one. We did recover the victim's shirt, which has gunpowder burn. We took his pants, and we collected 2 lollipops that were there at the scene. I'd like lollipop up on the sidewalk, just for now, and then the one that's back out here in the street. Bags are placed into evidence lockers here at our building. These lockers, once we shut the door, the lockers lock tight. I cannot get back into them. The only people that have keys are our property warehouse personnel. They collect the evidence from these lockers and they take it to our property warehouse. This area behind me is our booking area. This is where all the property is. We gather it up from the different station houses in different areas. It's waiting to be booked and processed and put into the computer. The officers that work here process the property, and then we store it back in the warehouse proper. If there's a blood splatter or something like that that needs to be preserved, then usually that will go into the freezer. And we have 2 large freezers in the back that we have just packed full of evidence. When I first came to the show, if there was one thing that I was a little unsure about, it was the fact that we were going to be dealing with death every week. I think I questioned whether I would be okay with that every week. I take the initial photographs of it, but I don't deal with a body. That's all done and handled by the coroner's office. Under state law, they're the ones that can only touch or alter or handle a body. The coroner... Le médecin légiste cherche à savoir qui, où et comment. Our function is to determine the circumstances, manner of death. First, they're looking to establish the identity of the individual. They're also looking for the time of death, the date and time of death. They'll look at the scene and all the things that are around the body. They're making an assessment whether or not there needs to be an autopsy. Essentially, a coroner's investigator becomes an advocate for the deceased. In most cases, when somebody's died suddenly, unexpectedly, like a traffic accident, the deputy coroner will determine who the next of kin is and then attempt to go out to their house and make that notification in person. It's very difficult to deal with the families and to tell them that their loved one has died or been killed. There's nothing you can do past that point to help somebody with their loss, with their grieving. That's the hardest part for me. I have had one day where I had 2 children, separate motor vehicle accidents, one age 13 and one age 16, and I had to notify both mothers on the same day. And after that day, it was difficult to come to work the next day. If I were to compare it to what I've seen on CSI, and I think the person who dies on these shows, that person is lost in the whole whodunit theme. At least here in this office, we try to maintain the dignity. The ultimate goal here is to provide the families that we serve the answers for them about why the person they love died. We're going to take a tour of our morgue here. If you could respect these Bellevue-type arches, which is very cool. Always dark. That I never understood. It's like they're in some, dark room trying to evaluate why somebody died, when this is a very visual
art and science. And what we see really is very important. Over here, of course, are our lockers where we keep the dead bodies. And see, it's television. Nothing there. Through these doors is our refrigerator where we house our decedents between autopsy and the time that the mortuaries come to pick them up. We can house about 200 comfortably. We print every decedent that comes in. We use it for identification, positive identification. A lot of the times we'll use it on a John Doe that comes in, and then he would be wheeled in the refrigerator, and he'd wait until tomorrow for autopsy. That will lead to the internal examination, which is the dissection that most people associate with the autopsy itself. And that's careful dissection of every organ and complete examination of the body cavities. So this is a typical autopsy table. The decedent's head would be elevated on the head block, and the body lies here, and as the autopsy is done, the fluids from the autopsy will go down the trough in the table and run down the sink. This is the special autopsy room where we do homicide or suspicious deaths, criminal deaths in here. We have a separate room set aside so we eliminate DNA contamination in this room. The criminalist and the doctor, the forensic assistant, and the ID personnel who's photographing the autopsy will all come together in this room on this side of the window to do the autopsy, and the homicide investigators will be on the other side in this room over here. It's extremely important for a homicide detective to witness an autopsy and to be present and to have that immediate exchange with the doctor. Usually how we're interacting with CSI officers is that we'll find something, it's usually some form of trace evidence on a body at the autopsy, and we'll need to have that collected and preserved. I think if I had to clear up any misperceptions that people have in the general public, is that the autopsy itself isn't the ultimate diagnostic tool, so to speak. We rely heavily on the investigation, the deputy coroner's input, as well as the homicide detective's input. Parfois, le corps est sur le lieu du crime depuis longtemps et a commencé à se décomposer. Déterminer la cause du décès devient alors plus difficile, mais pas impossible. Sur plusieurs hectares de terrain, dans le Tennessee, les officiers de police et leurs stagiaires apprennent à déchiffrer les secrets de la décomposition humaine. Officiellement, c'est le Centre de recherche d'anthropologie médico-légale de l'Université du Tennessee, alias The Body Farm, la ferme des cadavres. Patricia Cornwell y fait référence dans l'un de ses romans. When you go behind that fence, you really think that you're either in a very scary bad movie or that you have happened upon a battlefield, because you'll see pieces and parts and bodies all over the place. It is a very unusual decay research facility where basically people donate their bodies to science, but instead of them going to medical schools for anatomical dissection, these people have opted to allow themselves to be part of a forensic research experiment where they decay. C'est le docteur William Brass, anthropologue, qui est à l'origine de ce projet. Pour lui, les recherches sur la décomposition humaine sont primordiales. In the fall of 1971, I went to the dean of the college and I said, "Dean, I need some land to put dead bodies on so I can find out what's happening." And that was the beginning of the body farm. The purpose was a need-to-know basis in what happens as a body decays. Can we tell the length of time that that individual has been dead? And the answer to that is yes. Every time I visit the body farm, I am horrified all over again. You pull up into the parking lot and already these people make their presence known. It's not the noise they make, it's the smell that drifts over the fence, and on moist, humid days with the winds in the wrong direction, it's like, oh God, do I really have to walk in there? The insects are bigger and louder. It's almost like everything's turned up many decibels. Ils sont peut-être gros et bruyants, mais ici, les insectes jouent un rôle crucial. One of the better ways of determining the length of time since death in the first week to 10 days after death is to look at the insects, mainly at this stage, the maggots. The first of the flies to be attracted to a decaying body are the blowflies. These are the green and blue iridescent flies. They will arrive almost immediately after death, and they will lay their eggs in the moist orifice of the body.
I mean, we can tell what an individual, they were taking cocaine or something like that, we can tell by doing what we call a maggot cocktail, where you grind the maggots up and look at the thing. En quoi ces recherches peuvent-elles aider la police? We do a lot of training here. FBI, we have a National Forensic Academy class funded by the Department of Justice that has 3 classes a year that we bring out here. Each of those groups spend at least a week out here learning how to locate bodies, how to recover scattered remains, how to excavate a grave, what to look for. The reality of our situation on CSI Miami is the lab that we have is so state-of-the-art that it's better than the real crime labs in this country. There's no comparison. No comparison in the sense that the kind of fictionalized television crime laboratory is nothing like a real crime laboratory. The CSI program, the TV show, really pushes technology to the limit. I've heard you can use one instrument on TV and it does the DNA and then they'll do the drugs and they'll do something else, and that's not reality. I think they do a terrific job of demonstrating the types of technology that's available in forensic science and the kinds of tools that we can use, but they're sometimes used in manners that are really just not real. And not that that's wrong, I mean, it's entertainment. They always get prints off like rocks and dirt and leaves, and there are just items that you cannot get prints off sometimes. As we know, the staple of our show is using superglue fumes to fume and print items. And this would be a fume chamber. We would put all sort of jeans or a gun or anything that we could superglue fume and bring out the prints, and it would be used in this chamber. Voyons comment les vrais experts font pour trouver des empreintes invisibles à l'œil nu. All right, what we're going to demonstrate here is a method known as supergluing, or cyanoacrylate ester is the scientific term. The technique is used for non-porous items. So the first thing we do is we add a little bit of hot water to rehydrate the prints. What the superglue is adhering to are the oils and moistures left behind by fingerprint residue. And we've heated up this metal plate, and we're going to put the glue on there. It will start to fume, and the glue fumes will adhere to the moisture in the fingerprint residue. Chaque année, dans le seul comté de Sacramento, des centaines d'affaires sont résolues grâce aux empreintes. Michelle Schreiner, technicienne d'identité judiciaire, nous montre une autre méthode. Another way we can get fingerprints is to use something that we call rhodamin. And rhodamin simply is a dye stain, and it can be applied once an item of evidence has been superglued. Now I'm going to rinse it with the rhodamin, which is the pink dye stain. And then what we do is we rinse off the rhodamin with methanol. And we let this dry. And once the items are dry, then we'll examine them with the alternate light source to see if we have anything that will fluoresce. Now what I'm going to do is I'm going to examine these items for latent prints with our forensic light source. First, what I need to do is put on my goggles. These are for eye protection, as well as it serves as an orange filter so that any latents would fluoresce. And then I'm going to turn the lights off. I'm going to go ahead and apply the light to the items. And here we go, right here is a print that's fluorescing. And the rhodamin, which stained the super glue, is what is actually making this print appear. En 2002, il y a eu presque 12 000 meurtres par balle aux États-Unis. When a firearm comes into the laboratory for comparison to bullets or cartridge cases left at a scene, we test fire it here in our range. We then compare those test-fired bullets or cartridge cases to the evidence from the scene using the comparison microscope. Another type of examination that we do in this unit is called distance determination, where we try to determine the distance of the muzzle of the firearm to the target. In this particular case, the target was a jacket being worn by the victim. There is a bullet hole located in the lapel, and there is a gunshot residue pattern around the hole. With the firearm used in this case, I can produce test patterns in materials similar to the jacket at known distances. La preuve peut être microscopique, comme les résidus de tir, ou de la taille d'une voiture. Dans cet espace d'examen du comté d'Orange, l'expert médico-légal Joseph Jeng s'apprête à examiner un véhicule impliqué dans une course-poursuite avec la police. Le conducteur aurait battu et agressé sexuellement sa femme dans la voiture. What we are doing here is that we are documenting the contents of the vehicle, inventorying everything,
and we are examining the vehicle for any type of biological fluid such as blood or semen. The areas that have been circled in the back seat is apparent semen stains that we have identified. From here, since the female was a passenger and she was beaten in this area here, we mainly focused on areas where blood might have transferred from the beating. You'll notice we have a seatbelt here, which just appears to be seatbelt, standard seatbelt, not lashed. But as you pull it out, you'll notice that we do have some blood that we will be collecting and sampling, and that would be then submitted further on for testing. So right now we're in the CSI exam area of our laboratory. This is where we bring in all of our items of evidence that need to either have stuff taken from them to go to our trace evidence section or our DNA section. We have lots of big tables here to spread things out on and look at them. We have magnifiers so we can look for small things. We have stereo microscopes to look for even smaller things. You'll notice one thing is that we have lots of lights on. That's one thing in the CSI show. They turn all the lighting down for this dramatic effect, which would be exactly the last thing that you would want to do if you were looking for evidence. Can you spell gas chromatograph mass spectrometer? I'll show you one in here. This is our trace analysis room for CSI New York. It's where we take all the trace evidence, any kind of drugs or any sort of trace evidence, hair, fibers, blood, and put it into machines that actually deconstruct every atom to let you know exactly what it is. Gas chromatography mass spectrometers is kind of a mouthful, GCMSs for short, are definitely on the set of CSI, and they're used for a lot of different things on that show, but the types of samples that we look for are on these instruments. We have the capability of looking for over 900 different compounds, different classes of drugs, both legal and illegal, as well as different toxins and poisons. Cependant, quand il s'agit d'attraper un criminel, l'ADN est important. L'ADN fait les gros titres en 1995 quand O.J. Simpson passe au tribunal pour le meurtre de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami Ron Goldman. What the O.J. Simpson case did was it really brought in the public's eye what forensic science is and actually how important it is in being able to answer the questions that are in a case and being able to prove or disprove the case. Dans l'affaire O.J., la preuve de l'ADN est irrecevable parce qu'il aurait été mal manipulé. Mais l'ADN joue un rôle majeur dans la résolution des affaires de meurtre et d'agression sexuelle. Écoutons des experts ayant examiné des indices recueillis sur la scène d'un viol à Sacramento. In this case, I found 9 condom collection kits. Typically, I will swab the inside of it. I'm just seeing if there is any semen to go on for further DNA analysis. When you take a swabbing from a victim, you always are going to get some of her skin cells from her body cavities along with the sperm that you're interested in. So what we try to do is to separate the sperm from her, and so that's called a differential. It actually takes a better part of a day to complete that process. L'ADN est partout. C'est l'empreinte génétique de tout organisme vivant. DNA isn't just, you don't just go and say, oh, there's some DNA right here. You have to be able to find it. It's in every cell in your body. And you have lots of different kinds of cells. When we finally develop a DNA profile from a biological sample, say semen or sperm, and we have a single source profile, the random probability that someone else in the general population would have that exact same profile typically is around 1 in, say, 100 quadrillion. I think one of the things I've learned about that profession is the mental toughness that goes into it. I don't know how they do it. We have had officers request to be reassigned out of the unit after looking at so many dead people, or specifically so many dead children. I mean, we don't generally see people at the best time in their life. We're usually there at the worst time in their life. The family has found their loved one murdered. The family has just lost an infant. And it does take a toll on my officers. Child suicides, I've had several of those. The youngest suicide victim I had was a 12-year-old boy who didn't get good grades at school. And was worried that his parents were going to come down on him hard and ground him. So he hung himself in his bedroom closet with his belt. I remember him to this day.
I remember his parents in the, sorry, this is, I remember his parents in the trauma room at the hospital, seeing him afterwards. So that's saying goodbye to him. Most of us all have kids, and to see a kid make a choice like that at 12 years old, that he felt he had to throw his life away because he was not going to please his parents. How can that not affect you? Comment? C'est bien la question. Beaucoup d'experts judiciaires ont du mal à reprendre leur vie quotidienne à la fin de la journée. On the scene, you focus on, at least I do, focus on the job. Especially if it's a dead person, you know, justice has to be done. The hard part for me is always afterwards. I can put it away. I hang up my uniform and I hang up my job, and that's it. And if worse comes to worse, I'm very lucky. I have a husband who is retired from law enforcement. And I can always wake his butt up and say, hey, I got to tell you about this. As you talk about something and you come to an end of a conclusion and you see the family members shaking their head, and you know you've done your job. Or when you talk to the jury and you tell them and you get the same reaction out of a jury, you know you've painted the picture so that they understand what took place at that scene because they're truly there with you. Mais l'influence de la série Les Experts rend les jurés beaucoup plus sceptiques et la condamnation des criminels plus ardue. You have a situation where people are just enamored with forensic science. So you have victims who, in a residential burglary, when, for the most part, all we're really able to collect and deal with is fingerprint evidence, they're wanting their whole house gone through. They want DNA collected, they want hair and fiber searches, and I've seen it on TV, why aren't you doing it here? And so it's putting undue pressure on attorneys, to prosecutors and prosecuting their cases, trying to explain why things weren't done in certain areas. Quite often I get a district attorney that will ask me that question. Can you compare your job of what you do as a CSI officer to the TV show, and how is it different? And typically my standard answer is it probably is like comparing Star Wars to the space shuttle program. Do they both fly in space? Yeah, and that's about where it ends. I see it every day that I'm out in the field dealing with victims because everybody watches the show. And even if I'm doing a very simple routine crime, they want to know if I'm going to look for DNA, if I'm bringing out the laser. In fact, a lot of officers think sometimes that we can do things that we can't do. So they'll ask us, well, why don't you use this nifty neato tool on my burglary? And we'll say, you don't want us to use this nifty neato tool because it'll totally destroy your house. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Robert Blake, not guilty of the crime of first-degree murder of Bonnie Lee Bakley. 12 hommes et femmes acquittent l'acteur Robert Blake du meurtre de son épouse. They couldn't put the gun in his hand. Circumstantial evidence. There was no GSR. There was no blood on the clothing. There was nothing. You're seeing jurors who wanted more information out of some of the items of evidence that they didn't get, and because they couldn't get it, in their minds, their reality is it can be done. I've seen it on TV. Why was it not demonstrated here? L'influence de la série se ressent aussi à l'extérieur du tribunal. It can be incredibly helpful in terms of getting research funding, operational funds for laboratories, boosts in education, and just general prominence that brings you to the attention of people who make decisions. En 2001, Gil Grissom se rend à Washington. La vedette de la série, William Peterson, intervient auprès du Congrès pour qu'il augmente le financement des laboratoires de police scientifique. I would say that we're ever grateful that he would have even taken the time to do that, to go and profess how important our profession is to the point that it's given forensic science now some resources. But yet you look at the reality of real experts, real people doing this day in, day out, and their weight didn't carry as much as, you know, the star of CSI did. Chaque année, près de 50 000 enfants sont enlevés dans le monde. Le documentaire que vous allez voir donne la parole aux victimes et à leurs familles. Comment ont-elles vécu leur enlèvement, leur libération, les jours qui ont suivi? Comment se passe l'enquête et la traque des ravisseurs? Les réponses tout de suite avec ce documentaire inédit. Adam Walsh, 6 ans. Polly Klaas, 12 ans. Elizabeth Smart, 14 ans. Sean Hornbeck, 11 ans. Leurs histoires ont fait les gros titres et ne seront jamais oubliées. Mais un nombre incalculable d'autres enfants sont victimes tous les jours de ce crime vicieux qu'est un enlèvement.
Près de 200 000 enfants par an sont kidnappés par un membre de la famille. Très souvent, un parent qui n'a pas la garde. 2000 enfants seront portés disparus aux États-Unis aujourd'hui. Environ 800 000 par an. La bonne nouvelle, c'est que plus de 99% de ces enfants rentreront chez eux sains et saufs. Les enlèvements ont commencé à se répandre le jour où les criminels se sont rendus compte qu'ils pouvaient demander une rançon pour la vie d'une personne. Mais grâce à des peines plus lourdes et une meilleure application de la loi, les enlèvements pour de l'argent sont de moins en moins courants. Hélas, un enlèvement d'un tout autre genre continue à terroriser les parents et les proches. On compte environ une centaine de cas très graves et très dangereux par an, où un enfant est enlevé par un inconnu pour être assassiné ou retenu contre son gré. Quand un enfant est enlevé et que le ravisseur n'est pas un membre de la famille, le motif est souvent d'ordre sexuel. La majorité des auteurs de ces crimes sont des hommes, bien connus de leurs jeunes victimes. On sait que dans plus de 70% des cas, l'auteur du crime n'est pas inconnu de l'enfant. Cela ne devrait surprendre personne qu'un prédateur sexuel cherche à devenir un mentor, ou un entraîneur, ou un bénévole auprès d'un groupe de jeunes. Les agresseurs qui s'en prennent aux enfants s'arrangent pour se retrouver dans des situations où ils ont le droit de fréquenter les enfants. Voici Jessica Muhlenberg. Il y a plus de 10 ans, cette jeune fille de 25 ans, originaire du Wisconsin, a été enlevée par un homme qu'elle connaissait, le père d'un camarade de classe. Je me demande toujours, même si je sais que je ne pourrai jamais retourner en arrière, si j'avais dit quelque chose, est-ce que tous les problèmes que je dois affronter aujourd'hui disparaîtraient? Si je le voyais, j'aimerais lui demander pourquoi il m'a fait toutes ces choses et pourquoi il m'a choisi moi. Jessica vient de fêter ses 9 ans quand elle rencontre Stephen Paul Oliver. C'est ici que j'ai grandi. À ma droite, c'est la maison dans laquelle ma famille vivait, la maison bleu-grise. Et une maison plus loin, sur la gauche, est la maison où Stephen Oliver habitait. Stephen Oliver venait de s'installer à côté de chez nous. Il était divorcé et avait la garde de son fils. Il m'a dit que son fils était timide et introverti et m'a demandé si mes enfants pouvaient essayer d'être amis avec lui. Le week-end, tous les enfants du quartier jouaient ensemble dans les champs derrière les maisons. On était toujours à jouer dehors et il était très gentil. Jessica déclarera plus tard au tribunal que la gentillesse de Stephen Oliver n'était qu'un cruel écran de fumée. Il achetait des glaces à tous les enfants et c'était toujours à moi que revenait la tâche de récupérer les détritus de tout le monde et de rentrer les jeter. Il me suivait alors dans la maison. Il en profitait pour me caresser sous mes vêtements. Même hors de son quartier, Jessica ne peut échapper à Stephen Oliver. Il offre ses services à l'école de la petite fille. Quand j'étais en CE2 et en CM1, Stephen Oliver était assistant dans ma classe. Son fils et ma fille avaient le même âge et étaient dans la même classe. Il était tout le temps près de moi, à me coller. Et à la récréation, il me suivait partout. Il était toujours là. Puis un jour, Jessica reçoit une nouvelle qui s'annonce bonne. Mon beau-père, Jack, a été transféré à Stevens Point, dans le Wisconsin. Je me suis dit qu'une fois qu'on aurait déménagé, les abus cesseraient. On était sur le point de déménager quand Stephen Oliver arrive sur le pas de la porte et nous explique que par le plus grand des hasards, ils partaient eux aussi vivre dans la même communauté que nous. Dans la nouvelle ville, Stephen Oliver continue à poursuivre la petite fille timide. Il venait souvent demander si Jessica pouvait venir chez lui pour jouer avec son fils. Parfois, mes deux fils l'accompagnaient. D'après ce que Jessica racontera aux autorités plus tard, les jours où ses frères ne l'accompagnaient pas, Stephen Oliver la forçait à exécuter des actes sexuels. Il m'obligeait à le masturber ou alors à effectuer des caresses buccales. Et si je ne le faisais pas comme il le voulait, il devenait plus agressif ou m'abusait plus longtemps. Si je n'écoutais pas, il me frappait.
Pas au visage, mais aux bras et aux jambes. Je n'ai rien dit à l'époque. Beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est comme de la violence domestique. À l'automne 1993, Jessica entre en CM2 à Jackson Elementary School. Stephen Oliver avait inscrit son fils dans la même classe. Il devait être dans l'autre classe, mais il a exigé qu'il soit inscrit dans la même classe que Jessica. Dans une déposition faite au tribunal, Jessica décrit comment Stephen Oliver continue ses actes répugnants. Abus sexuels, abus physiques, abus psychologiques, abus émotionnels, c'était de pire en pire. Et toujours la même menace. Je tuerai ta mère, tes frères, ton père si tu dis quoi que ce soit. Alors je n'ai rien dit. Même si la mère de Jessica ne se doute pas de ce qui se passe avec sa fille, la présence continuelle de Stephen Oliver la rend malgré tout mal à l'aise. Mon mari est allé voir Oliver pour lui dire que son comportement m'indisposait. Stephen Oliver s'est excusé et a dit que ce n'était pas son intention. 48 heures après cette conversation, mes enfants sont rentrés de l'école en m'annonçant que les Oliver étaient partis. Une fois de plus, j'ai cru que Stephen Oliver sortait de ma vie et que les abus cesseraient. Stephen Oliver déménage à Eau Claire, dans le Wisconsin, la ville où le père biologique de Jessica habite. Derrière moi se trouve le terrain de mobil-home où vivait mon père. Mes frères et moi venions lui rendre visite tous les week-ends. Stephen Oliver habitait de l'autre côté de la rue. Ils m'ont dit, devine qui habite de l'autre côté de la rue. Je leur ai demandé qui, et ils me répondent les Oliver. Je suis devenue livide. Stephen Oliver s'arrangeait toujours pour être là chaque fois que Jessica rendait visite à son père. Je suis allée voir la police et je leur ai parlé. Comme Stephen Oliver n'avait rien fait d'illégal, il ne pouvait rien faire. J'ai appelé mon ex-mari et j'ai essayé de lui expliquer que je trouvais cela vraiment louche. Il disait que j'exagérais. Il avait confiance en Stephen Oliver. Stephen Oliver convainc le père de Jessica de les laisser, elle et ses frères, participer à un club d'écriture qu'il a créé pour les enfants du village de Mobile-Home. Stephen Oliver a dit que les éditions Random House l'avaient contacté pour qu'il crée un club d'écriture avec une dizaine de jeunes. Les enfants écrivaient des nouvelles et des poèmes. Ils les payaient en argent liquide. Comme ça, tout le monde pensait que la maison d'édition avait réellement payé pour ses travaux d'écriture. Mais les travaux sont factices. Selon les rapports du tribunal, Jessica témoignera plus tard que Stephen Oliver se servait de ses ateliers d'écriture pour continuer à abuser d'elle. Après avoir fêté ses 13 ans, en juillet 1995, la perversion du prédateur ne connaît plus de limites. À ce stade, c'était des relations sexuelles quand il le demandait. Et la première fois n'était pas douce du tout. C'était très brutal. Si je ne le faisais pas comme il le voulait, il me frappait. J'avais de gros bleus et de grosses coupures. J'ai pensé que j'allais mourir plus d'une fois. Je me disais même parfois qu'être morte serait mieux, parce qu'au moins les abus cesseraient. Il était obsédé par elle comme un chasseur le serait avec une proie. Il l'a très soigneusement et méticuleusement amenée à ce qu'elle ne trouve jamais le courage de le dénoncer. En plus de menacer de tuer ma famille, si jamais je parlais, il me disait que personne ne voudrait plus de moi parce que j'étais souillée, que ma mère, mon père me détestaient, qu'ils ne m'aimaient pas, que personne ne m'aimait plus que lui. En septembre, Stephen Oliver utilise son club d'écriture fictif pour mettre en place un plan tordu. Il avait réussi à faire croire à mon ex-mari que les éditions Random House voulaient rencontrer Jessica. Le 16 septembre 1995, Stephen Oliver annonce au père de Jessica qu'il souhaite la conduire à Madison, dans le Wisconsin, pour rencontrer les éditeurs. Vers 6h30 du matin, Jessica quitte le village de Mobile-Home dans la voiture de Stephen Oliver.
Son fils Ryan, quant à lui, ne vient pas. J'étais fatiguée, alors je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'avais été ligotée au siège avec des cordes. J'avais les mains attachées. Il m'a dit que j'étais sa fille et que je ne rentrerais jamais chez moi. C'était un dimanche. Mon ex-mari m'a appelé vers 11h30 du matin pour me dire que Jessica avait disparu. Je lui ai demandé avec qui elle était. Au début, il ne voulait pas me le dire. Il a fini par me dire qu'elle était avec Stephen Oliver. Le shérif du comté d'Eau Claire a reçu le premier coup de fil le dimanche matin, le 17 septembre 1995. On nous a dit que Jessica avait quitté son domicile en compagnie de Stephen Oliver. Ils nous ont clairement dit qu'on devrait s'estimer heureux de savoir avec qui elle était partie, parce que si cela avait été un inconnu, elle serait sûrement tuée. Pendant ce temps-là, Stephen Oliver parcourt plus de 800 km jusqu'à l'aéroport international de Kansas City dans le Missouri. Il m'a dit pendant qu'on entrait dans l'aéroport que je ne m'appelais plus Jessica Mullenberg, mais Cindy Johnson. Son nom était Dave Johnson, mais je devais l'appeler papa. Il a pris des billets au nom de Dave et Cindy Johnson et on s'est envolé pour Houston, au Texas. Une fois à Houston, Stephen Oliver conduit Jessica dans un motel près de l'aéroport. Le premier soir, il m'a coupé les cheveux courts et les a teints brun foncé, presque noirs. Il parcourait le parking du motel pour voir s'il y avait des plaques d'immatriculation des États du Nord, plus particulièrement du Wisconsin. Il en a trouvé, alors on a quitté le motel le lendemain. Stephen Oliver ramène Jessica dans un hôtel à la périphérie de Houston. D'après Jessica, c'est là que Stephen Oliver introduit une nouvelle méthode de torture sexuelle. Peu importe le film pornographique qui passait à la télévision, il me demandait de refaire exactement pareil. Je me suis pris beaucoup de coups parce que je ne le faisais pas correctement. Dans le Wisconsin, les autorités lancent une enquête sans précédent à la recherche de Jessica. On a interrogé toutes les personnes qui connaissaient Stephen Oliver. On a fouillé sa maison et on a trouvé des photos de Jessica. Il avait vendu des biens personnels, mis fin à son bail. Il cherchait apparemment un moyen de trouver de l'argent pour financer son petit voyage. Oliver m'a gardé enfermée dans une pièce de 4 mètres sur 4. J'étais attachée et je n'avais pas le droit d'être seule. Je ne pensais pas sortir de là un jour, sauf pour être abusée encore plus ou peut-être pour être tuée. Après une semaine, la famille de Jessica entame ses propres recherches. On a envoyé plus d'1 million d'affiches. Une semaine, jour pour jour après son enlèvement, l'histoire de Jessica est présentée à l'émission America's Most Wanted. Si vous regardez l'émission, je vous en prie, appelez-nous. Le moindre petit indice peut nous aider à résoudre cette affaire. Des pistes nous venaient de partout du pays, mais elles ne menaient nulle part. C'était horrible, un vrai cauchemar, on ne dormait plus. Vous vous imaginez toutes sortes de choses parce que vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Il y avait cette crainte qu'il soit amoureux d'elle et qu'il se dise « Si je ne peux pas t'avoir, alors personne d'autre ne t'aura ». C'est ce qui était le plus effrayant. Mon esprit ne pouvait imaginer qu'une parcelle de ce qu'il pouvait lui faire. La rage bouillait en moi et je savais que si c'était moi qui le trouvais, je le tuerais. Tous les jours, j'étais violée, battue avec des casseroles, des poêles, des chaises, ses poings. Même si j'avais voulu m'échapper, je n'aurais jamais pu y arriver. On était à l'arrière de l'hôtel, il n'y avait personne sur la droite, sur la gauche, au-dessus ou en dessous de nous. Je pouvais crier aussi fort que je voulais, personne ne pouvait m'entendre. Pendant que Jessica se bat pour rester en vie, sa famille se bat pour garder espoir. Les semaines se sont transformées en mois et on se demandait où elle était. Le soir de Noël a été très difficile pour nous tous.
3 jours plus tard, America's Most Wanted repasse l'histoire de Jessica. La gérante du restaurant de l'hôtel où logeaient Steven Oliver et Jessica a allumé sa télé à cet instant. Elle s'est dit « Mais je les connais, c'est Dave et sa fille Cindy ». Plus je lui parlais, plus j'étais convaincu qu'elle avait bien vu Steven Oliver et Jessica Muhlenberg. La femme m'a donné le numéro de leur chambre d'hôtel. Ce soir-là, peu après minuit, le FBI fait une descente dans la chambre de Steven Oliver. Quand le FBI est arrivé, je ne connaissais plus mon vrai nom. Ils ont arrêté Oliver, il ne s'est pas défendu. Je pense qu'il était temps qu'on arrive. Elle était passée d'un jouet sexuel à une personne qui devenait un risque. Je ne doute pas un instant que Steven Oliver l'aurait tuée. Les autorités sont écœurées par ce que suggère l'état de la chambre. Lorsque les agents de police sont entrés dans la chambre, ils ont utilisé une lampe noire pour faire ressortir le sperme. Ils étaient absolument horrifiés de voir la chambre s'illuminer de la sorte. Après 105 jours de captivité, Jessica Muhlenberg rentre chez elle. C'était vraiment paradoxal parce que d'un côté, elle avait l'air très bien, mais de l'autre, elle avait l'air affreuse. Elle était si pâle et si fragile et tellement sale. C'est très difficile pour une mère de voir que son enfant a souffert autant. En septembre 1996, Steven Oliver est condamné à 40 ans de prison pour l'enlèvement de Jessica Muhlenberg et pour avoir traversé la frontière de l'État avec l'intention d'avoir des relations sexuelles illicites. Beaucoup de gens me disent que j'ai gagné parce qu'il est en prison. Mais je me sens tout autant vaincue, même s'il est derrière les barreaux. Non seulement il m'a volé mon enfance et tout le reste, mais il m'a aussi volé ma vie. Aujourd'hui, Todd Beckett nous raconte son histoire. D'après les rapports de police, Todd a été enlevé quand il avait 13 ans. Faire ce qu'il me disait de faire me permettait de rester en vie. Je ne voulais pas mourir. Todd dit n'avoir essayé qu'une seule fois de se sauver. S'enfuir était trop risqué. Il a pointé son arme sur moi et m'a dit « Je peux te tuer comme je veux ». Il a vidé son 22 mm entre mes jambes. Il m'a dit « Je peux faire mal à ta famille parce que je t'ai, toi ». Vous avez tellement peur. Vous aimez tellement la famille que vous restez où vous êtes. 30 ans après son enlèvement, Todd est toujours tourmenté par cette épreuve. C'est un lavage de cerveau. Je n'arrive pas à oublier ce qu'il m'a fait. Le lundi 8 avril 1974 se présente comme une journée habituelle. Je suis allé à l'école et j'ai fait des objets en cuir. Il avait fabriqué des objets en cuir et il devait les montrer à la foire. La foire se trouve au centre d'Omaha. Todd prévoit d'y aller après l'école. Je devais venir au vieux marché pour vendre mes objets en cuir à un magasin pour pouvoir me faire un peu d'argent. Je devais retrouver ma mère ici, mais ça ne s'est pas déroulé comme ça. Le car scolaire dépose Todd à 4 rues du marché. Je suis descendu du bus au coin de Dodge et de la 10e. Il était environ 15h30. D'après Todd, un homme se gare à côté de lui. Il a garé son break blanc à côté de moi et il m'a proposé une petite moto gratuite. Je lui ai dit non. Puis il m'a dit « On va aller voir ta maman et ton papa. Et si ta maman et ton papa disent oui, tu pourras la voir. » Alors, j'ai dit oui et je suis monté dans la voiture. Il m'a tranquillisé en disant « Maman et papa ». Ma mère est allée le chercher et il n'était pas là. Elle se disait qu'il n'avait peut-être pas pris le bus.
Elle est rentrée à la maison et Todd n'était pas là. Ils ont appelé la police et sont partis à sa recherche. La police ne voulait rien faire parce que pour eux, il s'était juste enfui. Mais ma mère savait que quelque chose clochait. Selon Todd, l'homme ne l'emmène pas voir une moto tout-terrain. Au lieu de cela, il le conduit à un hôtel à quelques kilomètres de là. Todd devait juste aller dans la chambre pour jeter un œil à la moto. Il m'a dit qu'elle était au fond dans le coin. J'y suis allé et il n'y en avait pas. Quand je me suis retourné, il avait une arme braquée sur moi. J'avais vraiment peur. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. J'ai cru que j'étais mort. Il m'a agressé sexuellement le soir même. Il me donnait du Valium pour me faire dormir et ainsi faire ce qu'il voulait de moi au début. Il y avait une chaise et une corde. J'avais les mains liées de chaque côté et une corde au niveau de la poitrine. J'étais attaché comme ça 3 ou 4 jours. Il m'a agressé sexuellement toutes les nuits. Je devais toujours dire que ça m'avait plu, sinon il me battait. C'est pour ça que je suis sourd de l'oreille gauche. La police n'a aucune piste et personne ne sait où est Todd. Todd dit avoir été baladé de ville en ville à travers le Midwest pendant 6 mois. Il ne m'a jamais dit ce qu'il avait l'intention de faire avec moi. Il s'assurait juste de dire à tout le monde que j'étais son fils. Il demandait une allocation familiale pour moi et avait des bons de nourriture. Pendant ce temps-là, les parents de Todd engagent un détective privé, Denny Whelan. Mon père travaillait sur beaucoup d'affaires de jeunes qui fuguaient ou se droguaient. Il avait une bonne réputation pour retrouver les enfants recherchés. Je me souviens que ma mère disait à Denny, « Je veux qu'il revienne. Même s'il est mort, je veux le revoir. » Mais le ravisseur de Todd se montre insaisissable. Il avait un kit de barbe avec lui. Il avait 4 numéros de sécurité sociale différents et 20 identités différentes. Pour semer les enquêteurs, il a demandé à Todd d'appeler son frère. Il a écrit ce que je devais dire. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit que j'étais dans le Tennessee, que j'étais avec 3 de mes copains et que je ne rentrerai pas, qu'il ne s'embête pas à me chercher. Mais la tactique se retourne contre lui. Les autorités localisent le numéro de téléphone et identifient Terry Roy Holman, un ancien détenu en fuite. C'est à ce moment-là qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt pour enlèvement. Terry Holman était un délinquant sexuel connu. Denny Whelan avait les preuves et il était déterminé à l'arrêter. Il voulait à tout prix l'éloigner de cet homme. Terry Holman commence alors à se servir de Todd comme appât humain. Il se servait de moi pour sympathiser avec d'autres garçons et les ramener à la maison. Il leur faisait boire des grenadines qui avaient été frelatées. Ça les faisait dormir et il pouvait les agresser sexuellement tout en m'obligeant à regarder. Je ne voulais pas le faire parce qu'il faisait du mal à quelqu'un d'autre. Mais si je ne le faisais pas, il me battait et je ne voulais plus souffrir. Il a même agressé un petit garçon de 3 ans dans un plâtre. Après 18 mois de terreur, Todd est sauvé par le détective privé Denny Whelan. À l'aide de relevés téléphoniques et des dossiers de l'aide sociale, Denny Whelan retrouve la trace de Terry Holman dans la petite ville de Clarkston, dans l'État de Washington. J'ai prévenu le FBI. On a conçu un plan, surveillé la maison pendant 6 heures, puis on a pris la maison d'assaut sans problème. La première personne que j'ai vue a été Denny Whelan. Il m'a dit « Je suis ici pour ta maman et ton papa ». Quand il a dit « maman et papa », j'étais très heureux parce que je savais maintenant que ma mère et mon père m'avaient retrouvé. Un homme a été arrêté pour agression obscène. Il a un casier judiciaire depuis l'âge de 14 ans. Il m'avait tellement bourré le crâne que je lui ai dit « Au revoir, papa ». Le 13 octobre 1975, Todd Beckett rentre chez lui. Ma mère était tellement contente.
Elle le tenait comme si elle n'allait plus jamais le lâcher. C'est impossible de comprendre qu'on rentre chez soi. Puis on voit sa mère. On peut la prendre dans ses bras. Alors là, on sait qu'on est rentré. Terry Holman purge une peine de prison à vie dans une prison du Kansas pour un crime non lié, celui du meurtre d'un officier de police. Terry Holman n'a jamais été jugé pour l'enlèvement de Todd Beckett. L'inculpation d'enlèvement a été abandonnée. Il ne voulait pas me faire subir un procès, même si moi j'étais prêt à témoigner. En janvier 1996, Amber Hagerman, 9 ans, est kidnappée puis assassinée à Arlington, au Texas. À la suite de la mort de cette petite fille, les autorités mettent en place un système appelé Alert Amber, afin de mobiliser toute la communauté pour aider à trouver les enfants qui ont disparu. Dès que des informations clés sont disponibles et que la police pense que l'enfant est en danger sérieux et immédiat, ces informations sont rapidement diffusées au public. Aujourd'hui, il existe des programmes Amber dans tous les États. La vie de 265 enfants a déjà été sauvée grâce aux diffusions de l'Alert Amber. Demandez à Tamara Brooks. L'Alert Amber qui a permis de la sauver est la première à avoir été déclenchée dans l'État de Californie. L'Alert Amber a réuni 13 agences gouvernementales, les médias et le public pour retrouver Tamara. C'est un des miracles qui m'a ramenée à la maison. La maison pour Tamara Ellen Brooks, c'est Lancaster, une ville dans le désert de Mojave, à 120 km au nord de Los Angeles. En 2002, Tamara est vice-présidente des deuxièmes années du lycée et c'est une athlète émérite du lycée Antelope Valley High. À 16 ans, elle est aussi une adolescente insouciante. J'adore être entourée de gens. J'aime explorer. J'habitais dans une région où si vous sortiez tard le soir, rien de mal ne pouvait vous arriver. Du moins, c'est ce que je pensais. Le 31 juillet, avec mon meilleur ami Eric Brown, on a décidé d'aller faire mon activité préférée, regarder les étoiles. Tamara et Eric vont jusqu'au château d'eau de Quartz Hill, un point de vue à 15 minutes de Lancaster. On s'est garé et on est resté là tranquillement à discuter. Puis une autre voiture est arrivée et s'est garée un peu plus loin de nous. On ne pouvait voir que des ombres. Dans l'autre voiture se trouve Roy Dean Ratliff, 37 ans, un criminel endurci.